La salle de réunion de CNC Holdings brillait d'une autorité froide, tout comme la voix de Madame Redeti. Le bois d'acajou poli s'étendait sur la longue table, et à sa tête, Madame Redeti était assise, drapée d'une robe rouge sang, ses doigts incrustés de diamants tapotant rythmiquement contre son verre de vin. Les murs étaient ornés de portraits des patriarches passés, mais l'image la plus imposante était celle de Lady Azenahush, la défunte mère de Barclay et fondatrice de l'Empire aujourd'hui en suspens. Barclay Hush était assis 2 places plus loin, posé mais inflexible dans un costume bleu marine taillé sur mesure. Ses yeux ne quittaient pas Madame Redeti, son silence pesait comme un tonnerre avant la tempête. Cette entreprise, dit lentement Madame Redeti, laissant ses mots s'imprégner dans l'air, ne peut pas être dirigée par un célibataire. Ce n'est pas un club pour hommes disponibles, c'est une dynastie. Et les dynasties nécessitent des fondations. Un homme sans foyer ne peut pas diriger une maison. La mâchoire de Barclay se crispa. Mon statut matrimonial n'a rien à voir avec ma compétence. Oh, mais si, répondit-elle avec un sourire moqueur. Cela parle de caractère, de discipline. Pensez-vous que ces vieux messieurs du conseil vont confier des milliards à un homme solitaire? Ils veulent voir des racines, des responsabilités, une famille. Son fils, Bryce Hush, qui se prélassait à l'autre bout de la table, laissa échapper un léger ricanement. Son costume vert émeraude criait la confiance, ses doigts ornés d'anneaux en or. Elle a raison, frère, dit Bryce en se penchant en avant. Ce n'est pas une question de compétence, c'est une question d'image. Tu connais peut-être les tableurs, mais moi, je connais les gens. Barclay se tourna vers lui. Des gens qui mentent pour les caméras et portent des alliances comme des trophées. Bryce sourit. Des gens qui gagnent. L'air devint lourd de tension. Les membres du conseil, pour la plupart des investisseurs silencieux aux expressions étrangement neutres, échangèrent des regards prudents. Soyons clairs, dit Madame Redeti, sa voix tranchante comme du verre. L'assemblée des actionnaires a lieu dans 21 jours. Lors de cette réunion, le conseil décidera qui occupera ce siège de manière permanente. La condition est désormais claire. Seul un homme marié peut diriger cette entreprise. Que cela vous plaise ou non, c'est dans la charte révisée, et nous savons tous qui est déjà marié. Barclay se leva lentement, lissant sa veste. C'est un cirque. Ma mère n'a pas construit cet empire pour que son héritage soit réduit à des normes de colonne à potins. Elle l'a construit, cracha Madame Redeti, mais elle ne l'a pas achevé. Et maintenant, le monde regarde. En quittant la pièce, les yeux de Barclay se posèrent brièvement sur le portrait de sa mère accroché au mur. Peinte dans des tons doux, elle semblait majestueuse et forte, mais chaleureuse. Il sentit encore sa présence, le calme dans la tempête, le feu sous sa retenue. « Ne t'inquiète pas, mère, murmura-t-il pour lui-même. Je vais arranger ça. » L'appartement penthouse de Barclay à Équois était une forteresse de verre et de silence. L'espace de vie ouvert brillait d'un design minimaliste, murs blancs impeccables, accents chromés et fenêtres du sol au plafond donnant sur les lumières agitées de la gosse. Il se tenait près de la cheminée, un verre de scotch à la main, contemplant le portrait de sa mère. Son sourire était doux, presque amusé, mais ses yeux détenaient le pouvoir. Comment pouvait-elle être partie? Comment la femme qui avait dompté des barons du pétrole et des politiciens pouvait-elle être réduite à de la peinture sur une toile? J'essaie, murmura-t-il, mais ils veulent un showman, pas un intendant. Derrière lui, la télévision s'alluma, diffusant automatiquement un autre segment de ragot. Les images du mariage de Bryce faisaient tendance. Sa récente union avec une ancienne reine de beauté devenue influenceuse médiatique était placardée partout sur Internet. Entrée sur tapis rouge, intervieweur, geste romantique, une perfection stratégique. Barclay mit la télévision en sourdine. Ces 6 derniers mois, il avait essayé. Il avait assisté à des cocktails mondains, avait été mis en contact avec une demi-douzaine de femmes par les épouses bien intentionnées des membres du conseil. Mais rien n'avait fonctionné. Une femme avait amené tout son comité nuptial à leur 2e rendez-vous. Une autre avait demandé si elle pouvait amener une équipe de tournage pour documenter leur parcours, pour la croissance de sa chaîne YouTube. Une autre avait ri quand il avait mentionné qu'il n'avait pas Instagram. Son majordome, Rufus, s'approcha discrètement. « Monsieur, l'entremetteuse privée a rappelé. Dois-je annuler le dîner ?»
Barclay se frotta le front. Non, laisse-le se faire. Un dernier essai. Plus tard ce soir-là, il était assis dans un box privé d'un restaurant discret à Victoria Island. La femme, vêtue de perles et de parfums, le regardait comme un faucon évaluant sa proie. « Vous êtes très réservé », dit-elle après 15 minutes. « Ne savez-vous pas que les femmes aiment l'attention ?» Barclay esquissa un léger sourire. « Je ne m'intéresse pas à l'attention. Je m'intéresse à la vérité. » Elle haussa un sourcil. « Et moi qui pensais que vous étiez désespéré. » Le rendez-vous se termina tôt. De retour dans son appartement, il desserra sa cravate et regarda une fois de plus le portrait de sa mère. « Que ferais-tu » demanda-t-il à voix haute. « Choisir quelqu'un au hasard ? Faire semblant ?» Le silence de la pièce lui répondit. Barclay Huche se tenait seul sur le balcon de son Penthouse à Écouen, contemplant la ville agitée de Lagos tandis que la teinte orange du soleil couchant s'estompait derrière l'horizon. De cette hauteur, le chaos de la circulation en bas ressemblait à de l'art, magnifique si l'on n'avait pas à en faire partie. Il sirotait un café noir, espérant que cela ancrerait son esprit, mais ses pensées étaient tout sauf calmes. 3 semaines, murmura-t-il pour lui-même. 21 jours pour trouver une femme. Il ricana et secoua la tête. Cela semblait ridicule, même à voix haute. Lui, Barclay Huche, fils d'une légende des affaires, élevé dans des salles de réunion et des réunions stratégiques, réduit à des applications de rencontres et des rendez-vous arrangés comme un stagiaire désespéré. Son téléphone vibra. Rufus, son fidèle intendant, passa la tête dans le salon. « Monsieur, la date que vous avez prévue avec mademoiselle Cynthia, elle est en bas. » Barclay gémit intérieurement. « Laquelle est Cynthia, déjà ?»« La chef Instagram, monsieur, » répondit Rufus Dutifuli. « Celle qui voulait diffuser le dîner en direct. » Barclay leva les yeux au ciel. « Dis-lui que j'ai eu un appel urgent du conseil. »« Oui, monsieur. » Rufus s'inclina légèrement et disparut, laissant Barclay à sa solitude. Il prit sa tablette et ouvrit la liste des « candidates potentielles », compilée par le service de mise en relation privée engagé par l'avocat de son père. Il fit défiler des visages trop clinquants, trop répétés, trop suspects d'enthousiasme. Aucun d'eux ne semblait réel. Aucun d'eux ne semblait être quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance, encore moins épouser, même pour la forme. Son téléphone sonna à nouveau. Bryce. Barclay répondit sans saluer. Toujours célibataire, grand frère. La voix de Bryce suintait l'amusement. Tu ne rappelles jamais sans te vanter. Pourquoi le ferais-je ? Je suis marié. J'ai une femme, un duplex impeccable, une image irréprochable et 20 membres du conseil qui me baisent les chaussures. Pendant ce temps, tu esquives des chefs Instagram. Ça ne semble pas prometteur. Ne te mets pas trop à l'aise, Bryce. Je ne suis pas celui qui sue sur des catalogues de mariage, frérot. Ce siège est à moi. Tu ne l'as simplement pas encore admis. Barclay marqua une pause, une tempête lente se préparant dans sa poitrine. Tu oublies une chose. Quoi donc ? Je suis le fils de ma mère. Et contrairement à toi, je n'ai pas besoin de simuler la loyauté pour savoir diriger. Il y eut un silence sur la ligne pendant un moment avant que Bryce ne ricane. Ne pleure pas quand tu perdras tout. Clic. La ligne fut coupée. Barclay resta immobile, les yeux fixés sur le téléphone avant de le poser lentement. Il marcha vers le mur où le portrait de sa mère était accroché. Ses yeux, sombres, intenses, pleins d'une sagesse silencieuse, rencontrèrent les siens. Il leva une main et toucha doucement le bord du cadre. Tout ce que tu as construit, il le déchire. Il s'assit sur le canapé sous le portrait et se laissa aller au souvenir. 12 ans auparavant, sa mère se tenait dans la salle de réunion, vêtue d'une robe encre bleu-vert, le menton haut, s'adressant à des hommes 2 fois plus âgés qu'elle. Ce n'est pas seulement des affaires, c'est une famille. Et une famille mérite un héritage, pas de la politique. Il l'avait regardée dominer la pièce comme une reine, sans excuse, sans compromis. Même alors, Barclay savait qu'il marcherait un jour dans ses pas. Mais elle ne connaissait pas toute la vérité. Son père l'avait trahi. Il avait une maîtresse, et pas n'importe laquelle. Madame Redeti, une ancienne organisatrice d'événements devenue mondaine.
Pendant que sa mère travaillait tard le soir à construire un héritage, son père cachait une seconde vie. Lorsque la vérité éclata, les dégâts étaient déjà faits. Bryce était un enfant depuis des années avant que quiconque ne le dise à sa mère. Le scandale avait presque tout détruit. Mais elle était restée, pour Barclay, pour l'entreprise. Et maintenant, des années après sa mort, la femme qui jadis se tenait dans l'ombre se tenait à la barre, réécrivant l'histoire comme si sa mère n'avait jamais existé. Un coup à la porte le tira de ses souvenirs. Rufus entra de nouveau. « Monsieur, mademoiselle Follat est au téléphone. Elle dit que vous avez annulé 2 fois. Elle insiste pour 5 minutes. » Barclay soupira. « D'accord, passe-la sur haut-parleur. » Une voix suave et pétillante remplit la pièce. « Cher Barclay, nous manquons de temps. Tu as besoin d'une femme, j'ai besoin d'un milliardaire. Ne complique pas les choses. » « Le mariage n'est pas un projet caritatif, dit-il platement. Elle rit. « Détends-toi, je ne demande pas un vrai. Juste 3 semaines. Considère ça comme un investissement. Tu gagnes ton entreprise, je gagne des couvertures de magazines. On sourit tous les deux à la fin. » Barclay se pinça l'arête du nez. « Je vais y réfléchir. » Réfléchis vite, l'horloge tourne. Elle raccrocha. Il leva les yeux vers le tableau. « Je ne peux pas faire semblant, » murmura-t-il. « Je ne peux pas construire mon avenir sur des mensonges. Il doit y avoir une meilleure façon. » Il attrapa ses clés et sortit. Il avait besoin de respirer, de s'éloigner des sols en marbre et des murs de verre, des talons hauts et des mensonges polis. Lorsqu'il se retrouva coincé dans la circulation sur le pont de Teur de Mainland, le ciel s'était assombri. Les klaxons hurlaient, les motos slalomaient entre les bus, les vendeurs ambulants proposaient des saucisses gala et des bouteilles d'eau. Puis il la vit. Une femme pieds nus, à la peau sombre, fière et défiant un groupe de vendeurs. Elle tenait bon malgré les menaces, malgré les bousculades, serrant un sac contre sa poitrine comme s'il contenait sa vie. Ses cheveux étaient en tresses naturelles épaisses, attachés avec un foulard rouge. Sa jupe était déchirée à l'ourlet, mais ses yeux étaient ceux d'une guerrière. Un vendeur la poussa. Elle trébucha, se rattrapa et cracha avec défi sur le sol. Les yeux de Barclay se plissèrent. Quelque chose en elle refusait d'être ignoré. « Bouge ta voiture, ô gars !» cria un chauffeur de Danfo derrière lui. Le regard de Barclay resta fixé. Elle leva brièvement les yeux, croisant les siens. Il y eut une étincelle, un éclat de défi, pas de désespoir, pas de peur, de la fierté. « Qui est-elle » murmura-t-il. Il la regarda être chassée du trottoir et disparaître derrière un étal de fruits. Et pour la première fois en semaine, Barclay sourit. L'air nocturne vibrait du chaos habituel de la gosse. Les klaxons résonnaient, les lampadaires projetaient de longues ombres dorées sur le pont de Teur de Mainland. Barclay baissa légèrement sa vitre teintée, juste assez pour être entendu. Ses yeux étaient fixés depuis plusieurs instants sur la femme pieds nus aux tresses attachées d'un foulard rouge. Elle venait de repousser la main d'un vendeur qui l'accusait de flâner. L'étincelle dans ses yeux, ardente, insensible à la peur, avait capté son attention. « Et, toi » appela Barclay. Zelma se retourna, plissant les yeux vers la voiture noire. « Tu parles de moi » dit-elle, tenant sa position. Barclay se pencha légèrement. « Oui, viens ici. » Zelma hésita. À la gosse, un homme riche appelant depuis une voiture teintée était soit un problème, soit une opportunité. Elle pesa ses options et s'approcha, c'est pas prudent mais ferme. « Tu n'as pas l'air d'être à ta place ici » dit Barclay. Elle ricana. « Définis, à ta place. » « C'est la gosse, au gars, tout le monde se débrouille. » Il sourit faiblement. « Exactement. Et je veux que tu ajoutes une autre débrouille à ta liste. Ça vaudra le coup. » Zelma haussa un sourcil. « Combien paie cette débrouille ?»« 3 millions de Nera, » répondit-il simplement. Elle rit, un rire franc et réel. « Si tu penses que je suis sans abri, je ne le suis pas. Je suis juste une débrouillarde qui essaie de se débrouiller intelligemment. 3 millions, ce n'est pas intelligent. » Barclay inclina la tête. « Oh, quel est ton prix alors ?» 7 millions, dit-elle sans ciller. « Si tu veux que je joue le jeu de ton fantasme de riche, c'est le chiffre. »
Le sourire de Barclay s'élargit. Tu es plutôt cher. J'aime ça. Mais je prends le deal. Elle le fixa un moment, cherchant un piège. Quel est le piège? Tu fais semblant d'être ma fiancée, répondit Barclay. Tu vivras chez moi pendant 6 mois. Il y aura des vêtements, de la nourriture, tout ce dont tu as besoin. Tu joueras le rôle de manière convaincante et tu resteras discrète sur l'arrangement. En échange, je préserve ta dignité et te donne une nouvelle vie, au moins temporairement. Zelma croisa les bras. Et quand les 6 mois seront finis? Nous déciderons tous les deux de la suite, dit-il, la voix calme, les yeux indéchiffrables. Elle hocha lentement la tête. D'accord, Olga. Allons nous débrouiller. Avant de la ramener chez lui, Barclay fit un détour par un salon de luxe à Victoria Island. Les stylistes jetèrent un regard subtil de jugement sur l'apparence usée de Zelma, mais un regard sévère de Barclay les fit se précipiter. Préparez-la, dit-il simplement. Elle rencontre la royauté ce soir. Zelma s'assit sous le sèche-cheveux, observant son reflet tandis qu'une femme tressait ses cheveux en cornrows soignés et qu'une autre s'occupait de ses mains. La transformation semblait irréelle, comme un rêve qu'elle n'osait pas croire. Plus tard, ils s'arrêtèrent dans une bijouterie haut de gamme où Barclay demanda au personnel de lui montrer une bague de fiançailles. Zelma, mal à l'aise dans sa nouvelle robe, une simple robe fourreau-pêche qui épousait sa silhouette comme une seconde peau, pointa timidement une bague en diamant à coupe simple. Celle-là semble crédible. La crédibilité est l'objectif. Barclay hocha la tête. Avec la bague rangée dans un écrin de velours et une fragrance de parfum de créateur flottant derrière elle, Zelma avait l'allure et l'odeur d'une femme appartenant à la richesse. Ils arrivèrent au manoir de Barclay juste après minuit. Les grandes grilles s'ouvrirent silencieusement, comme si elles avaient reçu l'ordre de se comporter différemment ce soir. Le domaine était silencieux, aucun garde de sécurité ne les accueillit, aucun intendant ne vint ouvrir la porte. « Où est tout le monde ?» demanda Zelma. « Je les ai tous renvoyés chez eux pour le week-end », répondit Barclay en la guidant à l'intérieur. Le salon était un rêve poli, canapé en cuir, centre de table en verre, une vue sur le jardin éclairé par des projecteurs doux. Zelma regarda, émerveillée. « Waouh, cette maison est plus grande que certains hôtels. » Barclay rit et lui tendit un verre de jus. « Bienvenue chez toi. » Alors qu'elle prenait une gorgée, il ajouta, « Au fait, ne t'inquiète pas pour tes affaires. Je t'achèterai de nouveaux vêtements demain. Tout ce dont tu as besoin. » Zelma lui lança un regard sceptique. « Tu aimes tout contrôler, n'est-ce pas? » « J'aime l'ordre, » répondit-il. « Et en ce moment, l'ordre est que personne, y compris mon personnel, ne doit savoir pour cet arrangement. Surtout pas Rufus, il parle trop. » Zelma hocha la tête. « Alors c'est un secret. Notre petite débrouille. » Et ainsi, sous l'éclat des lustres de luxe et d'un mensonge qu'ils avaient tous deux accepté de porter comme un masque, le contrat commença, non pas avec des documents, mais avec une intention et une promesse que ni l'un ni l'autre ne pouvaient pleinement expliquer. Le soleil venait à peine de dépasser les nuages matinaux lorsque Rufus, l'intendant toujours dévoué, polissait les sols en marbre du vaste manoir de Barclay à Lagos. Homme dans la fin de la quarantaine, avec des mèches grises aux tempes, Rufus portait son uniforme blanc impeccable et tenait un petit carnet dans sa main gauche. Son expression était celle d'un contrôle habituel jusqu'à ce qu'il entende la porte d'entrée grincer. Barclay entra, vêtu d'un simple polo blanc et d'un pantalon bleu marine, suivi de près par une Zelma transformée. Elle portait une robe bleu clair qui épousait modestement ses courbes, ses tresses fraîchement coiffées et un léger éclat de rouge sur ses lèvres. Rufus cligna des yeux, d'abord vers Barclay, puis vers Zelma. « Ah, Olga, vous ne m'avez pas dit que vous étiez mariée » s'exclama Rufus, les yeux écarquillés, oubliant son carnet. Barclay rit, jetant ses clés de voiture sur la console. « Détends-toi, Rufus, pas marié. Voici Zelma, ma fiancée. » Zelma fit un petit signe timide. « Bonjour, monsieur. » Rufus regarda, comme s'il avait vu un fantôme. « Fiancée? Depuis quand? » « Depuis maintenant, » dit Barclay, mettant fin à la conversation avec un clin d'œil. Zelma essaya de ne pas rire face à l'air stupéfait de Rufus. Rufus, toujours le fidèle serviteur, se ressaisit rapidement. « Eh bien, bienvenue, Mahem. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. »
Barclay se tourna vers Zelma. Viens, allons te trouver des vêtements qui correspondent vraiment à cette nouvelle version de toi. 2 heures plus tard, Zelma se tenait au milieu d'une boutique haut de gamme à Lekki, entourée de portants de vêtements coûteux. Barclay était appuyé sur un canapé en daim blanc, les bras croisés, la regardant tournoyer devant un miroir dans une robe rouge vin. Celle-ci me donne l'impression d'être une première dame, plaisanta Zelma. Barclay rit. Tu en as l'air aussi. On l'apprend. Elle leva les yeux au ciel, taquine. Tu essaies juste de dépenser ces 7 millions rapidement. J'investis dans mon image, répondit-il. Ils repartirent avec des sacs remplis de robes, de chaussures, de parfums et d'accessoires que Zelma n'avait jamais imaginé posséder. Barclay choisit même une pochette incrustée de diamants pour elle sans sourciller face au prix. En remontant en voiture, le téléphone de Barclay vibra. Il jeta un œil à l'écran et fronça légèrement les sourcils. « Mon père », dit-il en décrochant. Barclay, tonna la voix profonde et autoritaire à l'autre bout du fil. « Nous dînons ce soir à la maison. Sois là à 19h. Et amène ta fiancée. » Barclay raccrocha et se tourna vers Zelma. « On a un dîner de famille ce soir. Tu vas rencontrer mon père et Madame Redeti. » Zelma haussa les sourcils. « Ta belle-mère ? Celle qui te déteste ? » Exactement. Bryce sera là aussi, et il nous surveillera. Zelma s'adossa et sourit malicieusement. Dois-je apporter du spray au poivre, au cas où ? Juste ton charme, répondit Barclay. À 18h30, Zelma sortit de la chambre d'amis, et Barclay resta figé. Elle portait une robe émeraude élégante qui scintillait contre sa peau sombre, épousant ses formes à la perfection. Ses tresses étaient torsadées en une couronne gracieuse, et des boucles en diamant scintillaient à ses oreilles. Barclay, immobile, murmura « Waouh, Zelma, tu es incroyable !» Elle sourit. « Tu vois ce que cette boutique peut faire. » Il retrouva son sérieux. « Écoute, pas de pidgin, s'il te plaît. On va parler un anglais clair ce soir, et essaie de sourire comme si j'étais l'amour de ta vie. Pas de voilà, Omi, plaisanta TL. Et là-dedans, fais-moi des signes amoureux. » Il ajusta sa cravate. « Embrasse-moi sur la joue si besoin, tiens ma main, je ferai pareil. Ne sois pas choqué. » Zelma le regarda malicieusement. Et du bouche à bouche. Barclay s'éclaircit la gorge. Pas de langue, pas de lèvres, juste des baisers fins. Marché conclu ? Marché conclu, dit-elle en passant son bras sous le sien. Allons gagner l'Oscar de ta famille ensemble. Ils sortirent du manoir et s'avancèrent dans la nuit, un mensonge bien habillé enveloppé de diamants et de confiance, en direction de la tanière des lions. La Mercedes noire s'arrêta doucement dans l'allée de la résidence familiale Ucha-Ekwa, ses phares projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue. À l'intérieur de la voiture, Barclay était assis bien droit, ajustant sa montre comme s'il s'agissait d'une armure. Zelma était à ses côtés, son port altier dans la robe émeraude qui épousait ses courbes comme une reine. Ses tresses étaient relevées en une couronne gracieuse, et ses yeux pétillaient de malice et d'élégance. « Nous y sommes, » dit Barclay, jetant un autre regard sur elle. Son cœur fit un double battement discret. Zelma se tourna vers lui et sourit. « Souviens-toi, je te couvre. Pas de pidgin, des gestes amoureux, des baisers fins seulement, pas de langue, c'est ça ?» Barclay laissa échapper un rire sec. « Tu es doué pour retenir les choses. » Elle fit un clin d'œil. « Je suis une débrouillarde, mais je sais jouer pour gagner. » En descendant, le majordome ouvrit les grandes portes, révélant un couloir orné de lustres et une atmosphère de grandeur froide. Ils furent escortés dans la salle à manger, où la longue table en acajou brillait sous une lumière dorée. À l'autre bout, Madame Redeti, 55 ans, élégante comme toujours, ses cheveux noirs parfaitement coiffés, intouchés par le temps, ses yeux froids et calculateurs dans son tailleur crème. À sa droite, Bryce, 33 ans, séduisant et suffisant dans un costume gris, les bras croisés comme un homme ayant déjà revendiqué la victoire. À côté de lui, sa femme, une femme mince à la peau claire, aux traits aiguisés et au sourire scintillant qui n'atteignait pas ses yeux. Le père de Barclay était assis à la tête, digne dans une agbada sombre, son visage indéchiffrable. « Barclay », dit Madame Redeti avec un sourire capable de trancher le marbre, « quelle surprise !»
Et ce doit être ton invité? Fiancé, corrigea Barclay avec une légère pointe. Il tira doucement une chaise pour Zelma. Voici Zelma. Zelma inclina la tête. Bonsoir, Mahem. C'est un honneur. Fiancé, dit Bryce, haussant les sourcils et ricanant sous son souffle. D'où? Silicon Valley ou Third Mainland. Zelma tourna lentement la tête vers Bryce, un sourire poli ourlant ses lèvres. De Lagos, où les vrais diamants sont taillés par le feu. Même Madame Redetty cligna des yeux. La femme de Bryce s'éclaircit la gorge, essayant de détourner l'attention. Zelma, que faites-vous? Zelma sourit, imperturbable. Je faisais du commerce au marché de Baloguin, vêtements et produits capillaires, principalement. Mais je suis actuellement en transition. Barclay l'observa, son cœur battant doucement. C'était fluide. Très fluide. Sad tenta de se reprendre. C'est impressionnant. Zelma hocha la tête. Ça m'a beaucoup appris, lire les gens rapidement, bien négocier, et savoir quand se taire. Vous êtes clairement adaptable, dit Madame Redetty, ses yeux perçants. Merci, Mahem, répondit Zelma avec grâce. L'adaptabilité est un atout en affaires. Même les entreprises du Fortune 500 recherchent cela chez les dirigeants maintenant. Barclay toussa dans son verre, étouffant un rire. Il n'arrivait pas à croire que c'était vraiment la femme qui avait failli être bousculée par des Okada 3 nuits auparavant. Le repas fut servi, riz jollof fumant, tilapia grillé, sauce de légumes et zobo frais dans des verres bordés d'or. Alors que les fourchettes tintaient et que les conversations reprenaient, l'air restait chargé d'une compétition implicite. Alors, depuis combien de temps vous connaissez-vous tous les deux? Demanda Bryce, feignant la curiosité. Barclay posa sa main sur celle de Zelma, leurs yeux se croisant. Assez longtemps pour savoir quelle est la bonne. Zelma se pencha vers lui et déposa un doux baiser sur sa joue. Il est mon tout. Le cœur de Barclay manqua un battement. Cela ne semblait pas fin. Pas du tout. Eh bien, c'est tout un conte de fées, murmura Madame Redetty. Plutôt une stratégie, répondit Zelma, son ton mielleux mais pointu. Toute entreprise solide nécessite un partenariat émotionnel, stratégique et spirituel. Bryce toussa faussement. Le père de Barclay regarda Zelma avec une trace de curiosité. Et que feriez-vous si on vous donnait un rôle de direction, mademoiselle Zelma? Demanda l'aîné, les yeux plissés. Zelma se redressa. J'écouterai d'abord. Ensuite, j'analyserai les forces principales de l'entreprise, identifierai les menaces internes et externes, et prioriserai la transparence. Le problème avec la plupart des entreprises n'est pas le marché, c'est le sabotage interne. Un silence lent s'abattit sur la table. Barclay cligna des yeux. Elle n'avait même pas bronché. Il ressentit une soudaine vague d'admiration. La fourchette de Madame Redetty s'arrêta en l'air, ses yeux passant de Bryce à Zelma. On dirait que vous avez étudié le droit des affaires, dit Bryce, s'adossant. Non, mais j'ai survécu à Lagos. C'est plus ou moins la même chose, répondit Zelma. Les lèvres de Barclay frémirent. Après le dessert, un léger parfait aux fruits, Zelma s'excusa pour se repoudrer le nez. Lorsqu'elle disparut dans le couloir, Madame Redetty se pencha. Tu as choisi une fille très intelligente, Barclay, dit-elle, sa voix teintée de quelque chose d'indéchiffrable. Espérons qu'elle ne soit pas trop intelligente pour toi. Barclay soutint son regard sans ciller. Je m'inquiète plus de qui est trop intelligent pour cette famille. Bryce se tendit à côté de sa mère. Quelques instants plus tard, Zelma revint, son énergie calme enveloppant Barclay comme de la soie. Il se leva, lui tendit la main et dit « On y va ». « Allons-y », répondit-elle, glissant sa main dans la sienne. En sortant, elle se pencha et murmura « Tu me dois une prime pour ce dîner ». Barclay sourit, non seulement d'amusement, mais de quelque chose de chaud, d'inconnu et de dangereux qui fleurissait dans sa poitrine. Était-il possible que le plus grand pari de sa vie soit en réalité la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise? Le trajet de retour au manoir de Barclay fut silencieux pendant un moment, le bourdonnement du moteur comblant l'espace entre eux. Zelma était assise près de la fenêtre, ses doigts traçant distraitement une ligne brumeuse sur la vitre. Barclay la regardait occasionnellement,
Ses pensées un nœud emmêlé d'admiration et de curiosité. Ce soir, elle avait accompli l'impossible, laissé tout le monde sans voix, même Madame Redeti. Alors qu'ils entraient dans le vaste domaine et que la grille se refermait derrière eux, Barclay gara la voiture et se tourna vers elle. Zelma, c'était quelque chose d'autre. Elle le regarda, ses lèvres esquissant un doux sourire. Tu veux dire que je ne t'ai pas embarrassée? Embarrassée? Tu m'as stupéfiée, rit-il légèrement. Où as-tu appris à parler comme ça? La manière dont tu as décomposé l'éthique des affaires, l'image de marque et l'influence des actionnaires, c'était comme écouter un cadre aguerri. Zelma haussa les épaules, un peu timide maintenant. Je t'ai dit, je suis juste une débrouillarde. Mais une débrouillarde éduquée. J'ai un diplôme en gestion d'entreprise. Barclay cligna des yeux. Attends, vraiment? Elle hocha la tête. Oui, j'ai été major de ma promotion. Mais je n'ai trouvé de travail nulle part. J'ai tout essayé. Postulé dans des entreprises, utilisé toutes les relations que j'avais. Rien. La gosse n'est pas facile, tu sais. Alors j'ai commencé à aider dans la bucca de ma tante, et finalement, je me suis retrouvée à faire des courses au marché. La rue est devenue ma survie. Barclay s'adossa, absorbant ses paroles. Le respect dans ses yeux s'intensifia. Et ce soir, tu as tenu tête à Madame Redeti, Bryce, et même mon père. Zelma, j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Zelma inclina la tête, incertaine de ce qu'il voulait dire. Je veux t'offrir un emploi, dit-il. Elle cligna des yeux. Quoi? Comme mon assistante au bureau. Tu commences lundi. Elle rit. Dois-je postuler? Soumettre un CV? Pas besoin, coupa Barclay doucement. Tu es ma fiancée. C'est ton CV. Et après ce soir, je n'ai aucun doute que tu es plus capable que la moitié des gens assis dans ce conseil. Zelma marqua une pause, touchée et incertaine à la fois. Es-tu sûre? Je veux dire, je ne veux pas causer plus de tension. J'ai vu comment Madame Redeti me regardait. Elle et Bryce travaillent là-bas, non? Et ton père aussi. Oui, dit Barclay, se penchant en avant, son ton sérieux. Et c'est exactement pourquoi j'ai besoin de toi là-bas. Je me bats pour le contrôle de l'entreprise. Ma mère possédait 40% de cette société. Après sa mort, ses parts m'ont été attribuées. Mon père détient 20% maintenant, après avoir donné 10% à Madame Redeti et 5% chacun à Bryce et moi. Cela fait de moi l'actionnaire majoritaire. Mais ils ont toujours essayé de m'écarter des décisions de direction. Pourquoi? Parce que je les défie. Parce que je n'ai pas peur de leur rappeler de quel sang cet empire a été construit. Ils veulent le contrôle, surtout Madame Redeti. Elle essaie de préparer Bryce pour tout prendre. Zelma croisa les bras, les sourcils froncés, réfléchissant. Donc, si tu deviens PDG, ça changerait tout. Exactement. Et avec toi à mes côtés. Quelqu'un qui comprend les affaires et qui peut tenir tête, Tu ne sais même pas tout de moi encore, interrompit-elle. Je sais assez, dit-il avec un sourire. Et je fais confiance à ce que j'ai vu ce soir. Zelma baissa les yeux, le cœur battant. Personne ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. Elle avait toujours été un personnage de fond dans sa propre vie. Mais les mots de Barclay allumèrent un feu en elle. D'accord, dit-elle finalement. Je le ferai. Je travaillerai pour toi. Barclay sourit. Bienvenue dans l'équipe, mademoiselle l'assistante. Elle sourit, sentant quelque chose de nouveau éclore dans sa poitrine, de l'espoir. Pour la première fois en années, elle ne se contentait pas de survivre. Elle entrait dans quelque chose de plus grand. Ils entrèrent dans la maison silencieusement. Rufus, le gérant, s'était retiré pour la nuit depuis longtemps. L'air à l'intérieur était calme, légèrement parfumé au jasmin des vases d'intérieur. Zelma s'arrêta dans le couloir, retirant ses chaussures. On commence lundi, dit doucement Barclay. Lundi, répéta Zelma en le suivant à l'étage vers l'aile des invités préparée pour elle. Elle ne put s'empêcher de sourire. Ce n'était plus une comédie. C'était sa chance de réécrire son histoire, et elle était prête. Zelma se tenait devant les grandes portes vitrées de CNC Holdings, le prestigieux conglomérat familial qui portait l'héritage de la défunte mère de Barclay. Son cœur battait nerveusement sous sa chemise blanche impeccable,
soigneusement rentrée dans un pantalon bleu marine à taille haute. Ses tresses étaient attachées professionnellement en arrière, son maquillage minimal mais élégant. À ses côtés, Barclay, vêtu d'un costume gris impeccable au lieu de son habituel marron, baissa les yeux vers elle et lui adressa un hochement de tête rassurant. « Prête ?» demanda-t-il. Zelma prit une profonde inspiration et sourit. « Autant que je peux l'être. » Ils entrèrent, et le bourdonnement de la vie d'entreprise les enveloppa. Les assistants s'affairaient avec des dossiers, les cadres murmuraient des mises à jour, et les téléphones sonnaient constamment. Zelma suivit rapidement le pas de Barclay, et le personnel les observait avec des regards curieux. Beaucoup avaient entendu parler de la mystérieuse fiancée, mais peu l'avaient réellement vue. La première tension survint alors qu'ils passaient devant la salle de réunion. Madame Redeti, toujours royale dans son tailleur ajusté, ses cheveux noirs coiffés à la perfection, discutait avec Bryce. Bryce, vêtu d'un costume gris taillé sur mesure, feuilletait un dossier lorsqu'il leva les yeux et repéra le duo. « Ah, la nouvelle assistante », dit Madame Redeti, la voix mielleuse de sarcasme. « On embauche des fiancés maintenant. » Zelma offrit un sourire poli mais resta silencieuse. Barclay s'arrêta, se tourna légèrement et croisa le regard de Madame Sansillé. Zelma a les qualifications, et plus important encore, l'intelligence. Elle mérite d'être ici. Bryce croisa les bras. Eh bien, espérons qu'elle le prouve, et pas seulement dans ton bureau. Madame sourit et posa ses yeux sur Zelma. Nous verrons si elle s'intègre ou si elle se fond dans le décor. Zelma parla enfin, sa voix calme mais tranchante. Mahem, je ne compte pas me fondre ou que ce soit. Je compte travailler. J'espère que mes résultats parleront plus fort que les suppositions. Il y eut un éclat dans les yeux de Madame Redeti. Peu de gens lui tenaient tête, encore moins avec grâce. Elle se tourna et s'éloigna sans un mot de plus. Bryce jeta un dernier regard à Barclay et suivit. Plus tard dans la journée, Zelma était dans le bureau de Barclay, analysant les rapports financiers trimestriels de l'entreprise. Ses yeux parcouraient le tableur. Elle prit un stylo dans le porte-stylo, entoura une anomalie, puis ouvrit le logiciel de comptabilité. Cet achat en mars, il est indiqué comme conseil logistique, mais il n'y a ni facture correspondante ni bon de livraison. C'est un signal d'alarme. Barclay regarda par-dessus son épaule. J'ai parcouru cette page plusieurs fois. Comment ai-je pu rater ça? Parfois, on regarde sans voir, dit doucement Zelma. Tu as la vue d'ensemble, je me concentre sur les lignes. Il la fixa un moment, puis rit. Tu es vraiment quelque chose. Tout au long de la semaine, ils jouèrent leur rôle avec soin. Dans les couloirs, Barclay passait un bras protecteur autour de sa taille ou souriait chaleureusement en lui parlant devant le personnel. Zelma l'appelait parfois « chérie », assez fort pour que les oreilles l'entendent. Ils partageaient des blagues internes pendant les réunions, leur alchimie rendant la mascarade presque trop réelle. Mais quelque chose changeait. Derrière les portes closes, leur contact durait légèrement plus longtemps, les rires étaient plus sincères. Pendant une pause café sur le toit, Zelma se surprit à fixer Barclay alors qu'il racontait une histoire de ses jours à l'université. « Tu as un joli rire », dit-il en la regardant. Zelma rougit, se cachant derrière sa tasse de café. « Toi non plus, tu n'es pas mal, Barclay. » Elle se tourna vers lui. Son expression s'était adoucie. Le ciel de Lagos les baignait d'une lumière orange douce. « Oui » hésita-t-il. « Non, rien. Rentrons. » Elle hocha la tête, mais sentit un changement dans l'air. Quelque chose d'inexprimé bourdonnait désormais entre eux. La semaine se termina par une autre réunion du conseil tendu. Le père de Barclay, âgé et réservé, parlait à peine. Il était assis à l'extrémité de la table, son silence plus bruyant que les voix. La culpabilité pesait visiblement sur lui, peut-être le regret d'une structure qu'il avait laissé s'effondrer. Zelma était assise à côté de Barclay, présentant ses conclusions d'audit financier. Sa présentation était précise, sa logique claire, et sa présence inébranlable. Même Madame Redeti fut forcée de hocher la tête en reconnaissance. Il regarda Zelma, qui rangeait ses notes avec une confiance tranquille. Peut-être que c'était plus qu'un arrangement d'affaires. Peut-être, juste peut-être, que quelque chose de réel commençait à germer. La climatisation bourdonnait,
mais elle ne pouvait pas refroidir le feu qui couvait dans la salle aux panneaux de verre où le pouvoir, l'orgueil et l'ambition s'entrechoquaient. La massive table en acajou s'étendait entre les parties comme un champ de bataille. À une extrémité, Barclay, grand, calme mais visiblement bouillant sous son costume bleu marine affûté. À l'opposé, Madame Redeti, inébranlable dans son tailleur de créateur coûteux, ses cheveux noirs parfaitement coiffés portant autant d'autorité que l'acier dans sa voix. À ses côtés, Bryce, posé dans son costume rougeâtre signature, les bras croisés, les lèvres serrées. Et assise discrètement au bord de la pièce, Zelma, sa présence presque invisible dans son tailleur vert, observant, absorbant, mais sans parler. Mettons une chose au clair, la voix de Madame trancha le silence, chaque mot teinté de glace. Le Conseil ne reconnaît pas les fiancés. Tant qu'il n'est pas marié, la relation de Barclay n'est qu'une rumeur. Barclay se leva, les paumes fermement posées sur la table. Et je suppose que vous pensez que Bryce, votre fils, est plus qualifié pour être PDG avec 5%? Un homme dont la seule revendication à cette entreprise, c'est vous. Surveille tes paroles, claqua Bryce, faisant un pas en avant. Au moins, je suis marié. Le Conseil a toujours penché pour la stabilité, pour des hommes avec des familles. Et pourtant, tu manques de qualification, d'équité et de vision, riposta Barclay. Le mariage ne remplace pas le mérite. Du coin, le père de Barclay, digne dans son silence, baissa les yeux sur ses doigts. Le regret était écrit sur son visage. Le regret d'un homme qui avait construit un empire pour le voir se fracturer par des loyautés divisées et des promesses brisées. Les parts parlent d'elles-mêmes, continua Barclay, haussant la voix. Ma mère m'a laissé 40%. Mon père m'a donné 5%. Ça fait 45%. Je suis l'actionnaire majoritaire ici. Et Redeti détient 10%, qu'elle a reçu de moi. C'est exact, dit enfin leur père, la voix lourde. Et je détiens 20%. Bryce, 5%. Techniquement, oui, Barclay, tu as la plus grande part. Alors arrêtons de prétendre que ce n'est pas politique, cria Barclay. Vous voulez tous Bryce à ce siège à cause de Redeti, à cause de toi, père. Mais pas parce qu'il l'a mérité. Redeti ricana, se levant. Et qui a amené Zelma dans cette entreprise? Une fille de la rue sans CV, sans dossier, sans bague. Assez, tonna Barclay. Tout le monde se figea. Zelma se tortilla inconfortablement, ses mains serrant son dossier, le cœur battant. Bien que la chaleur du moment brûlait autour d'elle, elle restait composée. Elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas devant eux. Barclay continua, plus doucement mais fermement. Zelma a fait ses preuves. Elle a accompli plus en une semaine que Bryce en un an. Et si vous voulez un mariage, très bien. Vous l'aurez. Madame Redeti plissa les yeux. Est-ce une menace? Barclay regarda Zelma, qui leva enfin les yeux et croisa les siens. Pendant un bref instant, quelque chose d'inexprimé passa entre eux, de la détermination, et autre chose. C'est une promesse, dit-il. Madame Redeti se leva complètement. Ce n'est pas fini. Non, dit Barclay. Ça ne fait que commencer. Elle tourna les talons et sortit. Bryce suivit, la mâchoire serrée. Leur père s'attarda une seconde de plus, puis se leva. J'ai construit cette entreprise pour un héritage, murmura-t-il, pas pour la guerre. Puis il partit lui aussi. Seuls Zelma et Barclay restèrent, le silence respirant l'écho du chaos encore frais dans la pièce. Zelma parla enfin, doucement. Tu le pensais? Pour le mariage? Barclay s'approcha, un lent sourire se dessinant sur son visage. Je ne l'avais pas prévu, mais maintenant, peut-être que c'est le coup parfait. Zelma inclina la tête. Une stratégie, ou quelque chose de plus? Il rit. Découvrons-le. À suivre. Que se passera-t-il lorsque Zelma s'enfoncera plus profondément dans le monde du pouvoir, de la richesse et de la trahison? Cette fausse relation s'embrasera-t-elle en quelque chose de réel, ou tout s'effondrera-t-il? Abonnez-vous maintenant et restez à l'écoute pour la deuxième partie, où les secrets se dévoilent, l'amour est mis à l'épreuve, et la bataille pour l'entreprise atteint son paroxysme. Activez les notifications pour ne pas manquer le rebondissement du siècle.